Chers amis de TV Liberté, téléspectateurs de l'émission Synthèse, tout d'abord bonjour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission avec Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Bonjour Philippe. Alors, le professeur n'est pas arrivé. Alors, on ne sait pas si vous allez rester pendant toute l'émission, cher Philippe, ou si le professeur va vous remplacer, parce que comme vous savez, nous sommes obligés de rester à 3 dans le studio. Et donc, voilà, comme les précédentes émissions, il y a un petit changement au milieu de l'émission. On verra bien. Hein. Et puis, nous avons notre invité, lui qui est bien là. Et il est bien là parce qu'il a écrit beaucoup de livres et des livres passionnants, et en particulier 2 qui viennent de sortir, dont on va parler. Bonjour Franck Bulleux. Bonjour Roland. Vous êtes un habitué, vous êtes déjà venu à cette émission. Il y a quelques années. C'était pour une, si je me souviens bien, c'était pour une biographie que vous aviez écrite à la collection Qui suis-je, je crois. Non, c'était pas non, je crois de mémoire, hein, parce que de mémoire, c'était pour l'Europe des peuples. Ah, c'était pour l'Europe des peuples. Chez l'Encre. Publié chez l'Encre. Aux excellentes éditions l'Encre, très liées aux éditions de Alpha, très liées à l'Éternal, très liées à Philippe Randa. Nous avions parlé de régionalisme européen. Oui, tout à fait, je m'en souviens très bien. Alors là, aujourd'hui, on va parler de deux sujets différents. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va les prendre. On va peut-être commencer... tiens, sous-seigneur tout honneur, on va commencer par le premier. Chronologiquement, oui, ils ont été édités à peu près en même temps. Non, je parlais de l'époque. Ah oui, de l'époque, oui, de l'époque, oui, tout à fait. Alors, vous vous êtes intéressé... Alors, vous êtes directeur de collection au Cahier d'histoire du nationalisme, qui sont publiés par Synthèse Nationale. Et vous avez, à ce titre, déjà écrit trois, enfin c'est le troisième, celui-là, c'est le troisième cahier, le premier consacré à Jean-Pierre Sirbois, qui était sorti au moment du 30e anniversaire de la disparition de Jean-Pierre, c'était en 2018. Oui. Vous en avez écrit un autre ensuite sur un petit mouvement qui a fait beaucoup parler de lui à une certaine époque, qui s'appelait la FAN, la Fédération d'Action Nationaliste Européenne, dont on a dit beaucoup de mal, et vous n'avez pas fait comme tout le monde, vous n'avez pas dit de mal. Vous avez été très factuel, mais ce livre est passionnant parce que c'est un mouvement qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été attaqué de tous les côtés, à qui on a attribué beaucoup de choses, et finalement, vous remettez ce mouvement un petit peu dans sa réalité, qui n'était pas forcément celle que l'on... On remet les pendules à l'heure, comme on dit. On a remis les pendules à l'heure, et puis il faut dire que depuis, il y a eu tellement de... Ce qui est étonnant avec des petits mouvements comme la FAN, effectivement, c'est qu'on lui a prêté beaucoup de choses, beaucoup de méfaits qu'elle n'avait pas fait, mais et finalement, on garde une grande renommée, on entend beaucoup parler encore dans le milieu politique, parlant de la droite ultra, on dit droite ultra, je crois, maintenant. Voilà, depuis la semaine dernière, on dit ultra-droite. Alors, en fait, ça a été la plus grande réussite, et au moins, c'est reconnaître des gens qui ont été des passionnés dans leur action. Ils auront laissé une trace dans l'histoire, et pas du tout pour tout ce qu'on leur reproche de façon fantasmée. Mais je pense que la conviction, ça paye au moins au vu de l'histoire. Je ne vais pas trahir de secret ici, mais vous avez des gens que je n'ai pas cités dans le livre, et que je ne citerai pas ici, ni ailleurs, et qui sont actuellement, qui sont des anciens de la FAN, et qui ont des postes assez élevés dans la fonction publique en France. Ouais, bon, comme quoi la FAN mène à tout. Voilà. Cette phrase va exciter les mouvements d'extrême gauche, c'est sûr. Qu'ils cherchent, ça les occupera pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. Vous venez de publier un troisième cahier d'histoire du nationalisme. Alors là, c'est moins sulfureux, certes, mais c'est quand même important parce que c'est quand même un cahier qui est consacré à quelqu'un dont on a beaucoup parlé, peut-être encore plus que la FAN d'ailleurs, pas pour les mêmes raisons, puisqu'il s'agit de Pierre Poujade. Pierre Poujade et l'Union des Françaises, de la Fraternité française, que pour la Fraternité française, qui était son parti, qui, je le rappelle, en 1956, avait envoyé 52 députés à l'Assemblée nationale, parmi lesquels un certain Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, le Benjamin du groupe, et de l'Assemblée à l'époque. Voilà. Alors vous avez écrit ce livre, Pierre Poujade, 1956, ceux qui firent trembler le système. Donc c'est le cahier d'histoire du nationalisme numéro 20 que l'on peut trouver sur le site www.synthèseédition.com et synthèse-édition.com, oui c'est ça, et synthèse-édition.com, voilà. Et donc et dans toutes les bonnes librairies. Et dans toutes les bonnes librairies, et voilà. Donc Franck Bulleux, vous allez nous parler de Pierre Poujade, et puis vous allez aussi nous parler de votre livre
que vous avez consacré à la guerre sociale qui vient, ce qui est préfacé par un de nos bons camarades et un fidèle de Radio Liberté, puisqu'il s'agit de Georges Feltin-Tracol, qui nous offre toutes les semaines sa tribune que l'on peut écouter sur le site de Radio Liberté. Et donc, la guerre sociale qui vient, donc vous avez édité, c'est consacré d'action directe au Black Bloc, la violence des ultras. Et deuxième, ultra-gauche. Deuxième au prix des lecteurs de présent. Ah bah c'est bien, c'est très bien. Raté de peu. Oui, on a raté de peu, mais enfin bon, deuxième, c'est bien. C'est le deuxième, le tout c'est d'y être. Alors, parlez-nous un petit peu, pourquoi vous êtes intéressé, après Lafane et après Jean-Pierre Stirbois, à Pierre Poujade et à l'Union Fraternité Française et l'UDCA, l'Union Défense des Commerçants et Artisans, et tout y compte. Je crois qu'un moment, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, il y a un dysfonctionnement entre les représentants et le peuple. Il y a des moments comme ça arrive. Ça peut arriver encore demain. Ça arrive aujourd'hui aussi, j'ai l'impression. Ça peut arriver aujourd'hui. C'est plus difficile quand même, pour des raisons qu'on pourra expliquer si vous le souhaitez. Mais dans les années 50, on va dire, on ne va pas donner de date précise pour l'instant, on a une espèce d'appel d'une certaine catégorie de la population, pour démarrer, même si ça se nationalisera un petit peu quand même par la suite. Et il y a un besoin de Poujade. Alors qu'est-ce que c'est que le besoin de Poujade ? C'est pas un besoin de Pierre Poujade en tant que tel, même s'il va incarner. La France a besoin d'incarnation, c'est comme ça. Toujours. Mais il y a un besoin de Poujade parce que à ce moment-là, les mouvements, notamment de droite, appelons les choses par leur nom, mouvements de droite, n'existent peu ou pas, à part le CNIP, qui vient du Parti républicain de la liberté, et quelques mouvements. Le mouvement gaulliste est parti. Le RPF n'est plus dans le jeu. Il y a un besoin de mouvements qui incarnent une certaine population, un besoin de liberté, un besoin de nation, un besoin de représentation nationale, populaire, et aussi un antifiscalisme. Alors, il faut dire qu'on est en 1956. 52 au départ, 52 au départ. 53. On est quelques années après cette période qui n'a pas été très facile pour ce que l'on va appeler la droite de conviction, oui. C'est-à-dire les années 45, 46. Oui, c'est un peu ce que je voulais sous-entendre. Oui. Mais est-ce qu'il y a un rapport direct entre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'éruption de ce mouvement poujadiste ? Disons qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même un certain nombre d'aides qui va nous arriver des États-Unis, le plan Marshall. Et il va y avoir évidemment des Français qui vont être les bénéficiaires et puis d'autres qui vont se sentir un peu moins bénéficiaires. C'est aussi ça la France de l'époque. L'Amérique arrose l'Europe de l'Ouest pour éviter que l'Europe de l'Ouest ne devienne communiste. Bon, très bien. Adoptons cette position. Mais au sein de la France, il y a tous ces travailleurs de l'ombre, tous ces, j'aime pas employer le mot petit parce que c'est péjoratif, mais tous ces commerçants et artisans modestes qui ne se retrouvent plus dans cette ligne. La France devient étatique. La sécurité sociale, c'est très bien. Mais ils sentent que la France est en train de changer, va évoluer, et qui vont être les laissés pour compte de cette évolution qui ne se fait pas contre eux, mais à côté, et sans eux, en fait. On est dans un jacobinisme politique, on est dans un développement économique lié donc au fait que l'argent donc vient des États-Unis. Il y a des Français qui se sentent un peu oubliés, déclassés, délaissés, comme peut-être un peu aujourd'hui. Oui, ça arrive périodiquement. Ça arrive périodiquement. Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, il y a un vide. Il y a un vide politique, il y a un vide social. Le Parti communiste, qui représente plus d'un quart des Français à l'époque, représente les ouvriers. Point. Et pour le Parti communiste, un patron, c'est un patron. Que ce soit un artisan, un commerçant ou un industriel, c'est un patron. Oui. On n'est pas... Donc la démarche de Poujade, c'est de créer un mouvement pour la France qui travaille, mais qui ne sera pas forcément lié
notamment à l'URSS, puisqu'à l'époque... Parce qu'on a tendance toujours aujourd'hui à oublier qu'à cette époque, et Franck, vous venez de le souligner à juste titre, le Parti communiste représentait 25% des voix. Oui, au moins. C'est le fameux film que l'on voit régulièrement repasser à la télévision, Maurice Thorez à la fête de l'humanité en 1946, qui appelle à la tribune le camarade Martin ou Dupont, je ne sais plus quoi, pour lui remettre la carte 1 million du Parti communiste. Oui. À l'époque, c'était 1 million de cartes. C'était peut-être un peu exagéré, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'était vraiment un parti de masse. Alors, les classes moyennes à cette époque sont retrouvées effectivement coincées par un parti communiste qui n'avait pas encore renoncé à la dictature du prolétariat d'un côté, et d'un autre côté, le spectre de l'arrière-cour du plan Marshall, c'est-à-dire aussi l'américanisation qui commençait, et le spectre de l'arrivée des grandes surfaces, d'une autre forme de distribution que celle du petit épicier du coin qui avait fait la spécificité de notre pays, de l'Europe. Oui, c'est ça, présent. Surtout, ce sont des gens qui avaient encore un petit capital selon leur profession, et une envie de travailler. Et une envie de travailler, et qui sentaient que plus rien n'était fait, ni pour les protéger, ni pour ce changement de société où ils allaient finalement disparaître. Et puis au-delà de tout ça, on n'y pense plus, parce que pour nous, c'est très loin tout ça. Mais c'est aussi la fin de la Grande France. Ouais. C'est la fin de l'Empire. C'est Dien Bien Phu. Voilà. C'est Dien Bien Phu, et c'est la fin de la France. Il y a tout cela qui rentre en jeu. Poujade, ce n'est pas seulement, c'est d'abord une révolte antifiscale, mais c'est aussi cette France qui nous quitte, la France des années 50, la France des Ingues, la France qui va jusqu'à la France du Tour de France, la France du Tour de France, et l'article dernier dans un récent numéro de Synthèse Nationale, mais la France du Tour de France ou la France tout simplement des équipes de football où il y avait encore Martin, Dupont, Durand, Dupré, et voilà. Aujourd'hui ça a changé. Les équipes par ville étaient des gens de la ville, des natifs de la ville. Il y a, pour ceux qui connaissent le droit et le sport, il n'y avait pas encore eu l'arrêt Bosman. Voilà, effectivement. Je connais pas le sport. C'est la possibilité pour les équipes d'avoir autant d'étrangers qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Ouais. Avant, il y avait une limite. Ouais. Et donc, effectivement, cette France-là ne se sent plus représentée ou se sent sous-représentée. Et apparaît en 1953, donc au cours de l'été, dans une petite bourgade du Lot, un résistant Saint-Céré. Un résistant, entre guillemets, à l'imposition, au système, qu'il soit de droite ou de gauche, à la limite, peu importe. Il est forcément de droite. Oui, puisque... Est-ce qu'ils ont été perçus tout de suite, les poujadistes et le mouvement poujadiste, comme un mouvement dit de droite? Non. Est-ce qu'ils ont été étiquetés comme ça, tout de suite Alors, ça dépend par qui. Poujadolf, c'est arrivé un peu après. Poujadolf, c'était en 56, oui. Ça dépend par qui. En fait, tout au départ, une petite anecdote. Poujade est conseiller municipal à Saint-Céré, il a été élu gaulliste d'ailleurs, et il siège avec des amis à l'époque. Le conseil municipal, il y avait des artisans, des commerçants, des agriculteurs. Notable. Et l'anecdote qui a un petit peu été prise pour ce qu'elle n'aurait pas dû être, c'est-à-dire, c'est une simple anecdote, c'est son collègue communiste artisan du conseil municipal qui dit à Poujade, tu sais, demain, il y a les polyvalents qui vont venir, c'est-à-dire qui vont venir contrôler nos comptes, qui vont venir contrôler si nos affaires tournent bien. C'est de là que ça démarre. Et le fait que ce soit un communiste ne change rien à l'affaire. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop Poujade et qui sont peut-être là plus des conservateurs, qui diront, vous voyez bien que Poujade, c'est le communisme. Alors, pas du tout. C'est un ami, c'est un collègue, c'est un artisan, Poujade des commerçants. Il vient lui dire, fais gaffe, demain, il y a les polyvalents du système qui viennent. C'est ça. Donc, pendant quelques temps, le Parti communiste ne va pas attaquer Poujade. Il essaiera peut-être de l'amadouer. De récupérer, peut-être. De récupérer. Attention, Poujade vient de la droite. Il faut raconter la visite des polyvalents le lendemain, ça n'a pas été. Non, c'était très tendu. Voilà. Mais Poujade vient de la droite. Oui. Donc il a affronté le Parti communiste jeune. Il sait. Famille lecteur d'Action française. Maurassienne, oui. Poujade connaît les communistes. Oui. Il sait très bien que les communistes l'ont traité de noms que je ne répéterai pas ici après la libération. Donc peu importe. Mais
en 53, il y a cette tendance à dire, est-ce que le mouvement syndical, corporatiste de Poujade, n'est-il pas un pseudopode du Parti communiste ? Et le PC va laisser quelques années il va prendre le temps de la réflexion, le temps de la récupération. En revanche, l'ennemi de Poujade, dès le départ, ce sont les radicaux et les socialistes. Eux, dès le départ... Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont au pouvoir, pas pour des raisons idéologiques. Parce qu'ils sont au pouvoir et c'est eux qui envoient les polyvalents. Ils sont l'État français. Voilà, ils sont au pouvoir de temps en temps, puisque la 4ème République, parfois c'est des radicaux modérés, parfois c'est des radicaux un peu plus à gauche, parfois ce sont des socialistes, parfois ce sont des indépendants. Oui, on oublie ça aujourd'hui, mais les radicaux étaient extrêmement puissants, ils avaient le pouvoir. Oui, puis il y avait différentes sortes de radicaux. Entre Mendès France et Edgar Faure, il y avait 2 formes de radicalisme, et les 2 ont été présidents du Conseil. Donc tout dépend un petit peu de la période. Donc les radicaux, en particulier les radicaux plus à gauche, vont extrêmement s'opposer à Poujade, notamment via leur magazine. On va dire que c'était le magazine des radicaux, l'Express. L'Express naît à cette époque-là avec Servan Schreiber. Et la campagne anti-Poujade est quand même assez vive, même si elle n'explosera qu'au moment où les médias, on peut les appeler déjà les médias, comprendront que Poujade est un danger, si ce n'est pour la France, au moins pour leur prébande. Oui. Et il faut dire aussi, bon, alors il y a eu cet événement donc de l'avenue des polyvalents à Saint-Céré, qui s'est terminé pas très bien pour les polyvalents. Parce qu'ils se sont fait casser la figure, ils se sont fait gentiment accompagner sur le quai de la gare. Et comment ça s'est passé ? Disons que les polyvalents qui devaient contrôler un certain nombre de comptes ont été éjectés, n'ont pas pu faire leur travail. Du goudron et des plumes. Oui, voilà. Molestés, peut-être pas, mais en tout cas, ils ont été littéralement empêchés par les artisans et alors, commerçants. Là-dessus, le mouvement a fait tache d'huile. Syndicalement, le mouvement fait tache d'huile et obtient de très bons résultats dans les chambres consulaires. Chambre de commerce, chambre des métiers, et chambre d'agriculture par la suite. Donc on a de nombreux élus poujadistes. Alors là, on est avant l'élection législative. Oui, largement. Là, on est en 52, 53. On est en 53, 54, même 55. Oui. Là, on est sur les poujadistes, qui sont souvent des notables locaux, parfois élus municipaux, simples élus municipaux. Il n'y a pas de tête d'affiche chez Poujade. Et qui vont se faire connaître auprès de leurs congénères, des artisans, les commerçants, les agriculteurs. Et le gouvernement n'a pas senti que ça allait prendre une telle ampleur ensuite ? Non, parce que au départ, Poujade veut accompagner les députés. Je vais employer un jeu de mots facile. Il ne veut pas les raccompagner, il veut les accompagner. Les influencer. Voilà, sortez les sortants. Le slogan de la campagne de 56 arrivera au moment des élections. Au départ, on est dans une espèce de... Donc lui-même n'a pas pensé que son mouvement prendrait une telle ampleur Non, l'appétit vient en mangeant, et je crois que quand il a vu les masses populaires qu'il rassemblait lors de ses meetings, notamment à Paris, où il y avait une organisation extrêmement lourde pour les années 50. Des cars qui venaient de toute la France à Paris, des centaines de milliers de personnes dans toute la France qui se réunissent pour aller écouter Poujade. C'est là qu'il prend conscience. Alors avec tous les problèmes qu'il aura autour, parce qu'un mouvement qui commence à progresser comme ça, il y aura énormément de divisions à l'intérieur. Poujade dira même les divisions sont orchestrées par le pouvoir, etc. Il y aura des difficultés, il aura énormément de contestations internes. Et ça se matérialisera surtout après, quand il y aura le groupe. Même avant. Même l'année d'avant, en 55, il y a un groupe qui se forme contre Poujade et au sein du mouvement poujadiste.
Et alors justement, donc on arrive à donc cette révolte, cet appel, plus un appel au secours finalement des classes moyennes et des commerçants et artisans. Et là, on passe à la phase politique. Oui. Alors, ce qui est d'ailleurs, alors la phase politique, c'est les élections de fin 55. Ça va très vite. Fin 55. Ça va très vite après la dissolution de la Chambre par Edgar Faure. Et là, il réussit en quelques semaines à créer un véritable parti, l'Union Fraternité Française, qui, avec un journal, un hebdomadaire du même nom, avec des listes à peu près partout en France. Je crois qu'il y a eu 2 départements, plus, 3 où il n'y avait pas. Avec des gens importants qui le soutiennent, ou c'est uniquement les cotisations des petits Non, il n'y a pas de... Les Poujade ira visiter l'Espagne et le Portugal, mais après... Non, je pensais pas à des pays étrangers, mais je pensais à des gros industriels ou à des financiers. Donc... Ce qui est passionnant, ce qui est très bien dans ce livre, il y a quelque chose qui est très bien. Si vous avez fait tout un chapitre, enfin assez long, où vous évoquez tous les élus poujadistes dans l'ordre alphabétique. J'ai retrouvé Monsieur Allouin, qui a été député du Rhône au dernier, là, je vais le retrouver. Et donc vous avez fait une petite biographie de chacun de ces hommes qui ont été des gens courageux finalement, qui ont eu une gloire éphémère, parce que la plupart d'entre eux, moi j'en ai connu quelques-uns, qui ont été élus à cette époque-là. Et, il y en a même qui ont été élus 2 mois. Oui, qui ont été élus 2 mois. Parce qu'ils ont ils ont été éligibles assez rapidement. Robert Pesquet, dans le dernier, c'était dans ses... Oui, alors Robert Pesquet... Marcel Marlier et Robert Pesquet a rejoint... Robert Pesquet n'a pas été élu poujadiste, hein. Il était élu du Loir-et-Cher. Voilà, c'est ça. Et il a rejoint le groupe poujadiste plus tard. Et alors Pierre Poujade a fait peut-être ce que l'on vous appelez une erreur à ce moment-là. Il s'est pas présenté. C'est que et je me souviens, Jean-Marie Le Pen n'a pas fait cette erreur justement dans les années 80 lorsqu'il a présenté à la proportionnelle, parce qu'il faut rappeler que les élections à l'époque étaient à la proportionnelle. Je crois qu'il avait retenu la leçon. Il avait retenu la leçon et de lui-même de ne pas se présenter. Il avait présenté partout des listes, mais lui n'était pas candidat. Et quand il y a eu 52 élus, il a fallu gérer tout ce monde-là. C'est le défaut de Poujade. Le défaut de Poujade, il l'explique lui-même dans les années 70, lorsqu'il fait paraître ses autobiographies. Il en a fait 2. Il dit, texto, il écrit même, c'est encore plus que dire, voter pour les unions de Poujade, hein, les unions et fraternités françaises, c'était le nom du groupe parlementaire. Donc au moment des élections, il y avait des unions. Il y avait l'union des commerçants et artisans, l'union des agriculteurs, l'union des salariés, etc. Et l'union des jeunes même, parce qu'il y avait Le Pen, etc. Et il dit, quand vous mettiez le bulletin poujadiste, vous votiez pour Poujade. Voilà. Pour lui, c'était clair. Donc, oui, c'était un plébiscite, en fait. À partir de là, ça voulait dire que lui, en tant que tel, n'avait pas besoin de se présenter, puisque en votant pour les candidats de l'Union poujadiste, vous votiez Poujade. Oui. À la limite, je pense que là, il a fait c'est un problème d'ego, tout simplement. Un problème d'ego, il ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur. Non, il y avait quand même... Et donc, lui, il voulait rester en arrière pour pas aller... Il y a les deux. Sous-estimer un petit peu la volonté de certains de vouloir prendre la place de tous les isnogouttes de la Terre, de prendre la place du... Disons qu'il y a les sondages, il y avait peu de sondages à l'époque, mais les sondages créditaient d'environ 5%. On pouvait penser qu'il y aurait quelques élus. Il aurait pu essayer. Il y avait même des départements ruraux où il n'y a pas eu de liste poujadiste. Et donc, il n'imaginait quand même pas... il n'imaginait pas 50. Succès, et donc, il n'allait pas aller lui-même avoir un échec. Bon, et puis alors... Ou est-ce qu'il pensait que ce n'était pas important qu'il soit élu, lui ? Je pense qu'il pensait que ce n'était pas important qu'il soit élu. Il a compris ensuite que ça lui coûtait cher parce qu'il n'était pas présent dans le groupe. Il ne donnait pas à l'Assemblée nationale l'importance qu'elle semble avoir. En fait, là, vous nous décrivez un homme politique totalement différent de l'image qu'on a aujourd'hui des hommes politiques qui, tout pour être élu, quel que soit le programme, les idées et tout, l'important c'est d'être élu, alors que lui, l'important c'était de faire passer des idées et sa contestation. Oui, mais en même temps, c'est aussi un... Peut-être que l'ambition lui est venue après, la frustration aussi, mais... je vous dirais bien, ça n'a rien à voir, mais l'époque s'y prête, De Gaulle n'a jamais été député. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incarnation chez certaines personnes qui sentent que le pouvoir n'est pas très loin,
mais qui n'ont peut-être pas envie de... Voilà. L'Assemblée nationale ne représentait rien pour Poujade. Poujade, à partir du moment où il rentre dans l'action politique, il n'a plus qu'un seul slogan, d'ailleurs on peut lui reprocher, c'est les États généraux. C'est les États généraux. Je veux la réunion des États généraux. Voilà, pendant 2 ans, de 56 à 58, il va marteler « Je veux la réunion des États généraux ». Les députés, ça ne sert à rien. Les miens, pas plus que les autres. Il a vraiment... c'est ce que la gauche... Donc il envisageait lui-même d'arriver au pouvoir. Un peu. D'avoir le pouvoir, je pense que jusqu'à ce qu'ils comprennent que De Gaulle est toujours là, il y a la tentation du pouvoir. Il y a la tentation. Mais ce qui a certainement tué le mouvement Poujade, c'est 56, donc il arrive, c'est l'heure de gloire, 52 députés, tout le monde en parle, il fait même la une du Time, ce qui ne peut pas permettre à tout le monde. Absolument. Et là arrive, c'est le retour de De Gaulle, du général De Gaulle. C'est le retour de Gaulle avec tout ce qu'on ne sait pas. Parce que nous, ce qu'on sait, c'est De Gaulle en 58, mais il y a tous les prémices du gaullisme. Il y a toute la préparation, l'opération Résurrection, tout ça. Poujade, il sera convoqué, je dis bien convoqué par De Gaulle, rue de Solferino, dans les bureaux de Gaulle. Et Poujade, c'est lui qui le dit. Poujade, devant De Gaulle, c'est bonjour mon général. Hein. Et je ne veux pas dire qu'il le craint, le problème n'est pas là, mais il le respecte. Quand il voit De Gaulle, la seule chose que... Il voulait bien devenir président, mais pas prendre la place de Gaulle. Quoi. Et puis quand De Gaulle s'impose, ce que veut Poujade en 58, c'est très clair, c'est le ministère du Commerce et de l'Artisanat. Mais De Gaulle, une fois que le 13 mai 58 est passé, De Gaulle sent que le pouvoir est à portée, il va favoriser ceux qui l'ont suivi depuis le début, c'est-à-dire les gaullistes avec la création de l'UNR. Et il ne va plus jamais contacter Poujade. C'est quand même étonnant, ce personnage qui est un admirateur et un fidèle du général de Gaulle, qui va mettre le pied à l'étrier à un certain Jean-Marie Le Pen et qui finira par appeler à l'élection de François Mitterrand. Mais c'est un homme complexe, comme beaucoup. Hein. Mais je pense que Poujade, c'est d'abord quelqu'un qui est assez auto-centré sur lui-même. C'est-à-dire qu'il voit qu'il peut gagner. Après, au niveau de la réalité, parce que le problème de la France des années 50, vous savez, on dit toujours que la France des années 2000, c'est les énarques. Dans la France des années 50, il y avait les militaires, hein, et puis il y avait les hommes politiques qui avaient une carrure d'hommes politiques. Poujade était toujours resté le papetier de s'insérer. Et ça, il le sait. Il le sait. À un moment donné, il l'oublie, peut-être. Mais dès 57, on lui rappelle. Évidemment que le 13 mai 58 à Alger, on aurait pu dire « Vive Poujade ». Mais un général n'allait pas appeler un papetier. Oui. Un général ne pouvait appeler qu'un général. Oui. Et c'est là que Poujade comprend. Alors, il sera gaulliste, mais le temps de l'arrivée de Gaulle, il redevient, même avant, il redevient très très vite anti-gaulliste. Son journal Fraternité française est un journal extrêmement anti-gaulliste entre 58 et 65. Oui, parce que justement, après 58, donc l'arrivée et le retour de Gaulle au pouvoir, et les gaullistes, les gaullistes, l'UNR-UDT, qui est le grand parti gaulliste de l'époque, et là Poujade disparaît finalement. Il a son hebdomadaire. Voilà. La plupart de ses députés, quand aux élections, sont battus. Quelques-uns sont élus. Il n'y en a que 2 qui sont réélus. Oui, Luciani dans la Somme. Alors Luciani, il est réélu parce qu'il est gaulliste. Il a rejoint l'UNR. Et Jean-Marie Le Pen, qui a rejoint le CNI. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ils ne sont pas réélus poujadistes. Non, ils ne sont pas réélus. Luciani est UNR et Le Pen CNIP. Donc on peut dire à partir de ce moment-là que le mouvement est poujadiste. Poujade, son journal existe toujours, mais le mouvement poujadiste, politiquement, il n'a pas saisi l'opportunité de l'Algérie française, la défense de l'Algérie française, ou très peu en tout cas. Il sera Algérie française, clairement. Il n'est pas dans les leaders d'Algérie française. Non, parce qu'il a cette... On a l'impression qu'il a baissé il a arrêté, quoi. Il n'est pas dans la tradition des luttes de la droite nationale. Ouais.
On le retrouvera en faveur de l'Algérie française. Il y aura beaucoup de ses membres qui seront même arrêtés. Oui. Je pense à l'ancien député de Charente-Maritime, Bouillet, que j'ai rencontré. qui a été candidat pour le Front National en 86. Bien plus tard, donc. Oui. Et voilà, il y a cette tendance. Il dira d'ailleurs plus tard, moi j'ai remarqué quelque chose qu'il regrette, enfin a priori, dans ses autobiographies, c'est qu'il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de donner à l'Algérie une certaine indépendance, je dirais à la rhodésienne, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, c'était... Bon, il le dira après. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas ancré. Ce n'est pas un intellectuel, Poujade. Il n'est pas ancré dans ce qu'on pourrait appeler la droite nationale. Dans Fraternité française, vous avez des gens de droite nationale qui écrivent. Mais je vais vous donner un exemple. La présidentielle de 65, il ne sera jamais question de soutenir Tixier. Ouais. Il a été député, Tixier, en 56. Oui. Il n'a jamais rejoint le groupe UFF, Union et Fraternité française. Il y a eu quelques liens. C'est déjà une sorte de fraction entre les populistes, quelque part, au jour d'aujourd'hui, et les nationalistes, peut-être. On peut voir ça comme ça, peut-être. Oui, c'est ça. Parce que Poujade a toujours refusé même si les combats étaient communs, il ne voulait pas rentrer. On sentait qu'il y avait ce... Voilà, en 65, il pousse Paul Entier, du Parti paysan. Et bon, il se fâche, enfin bref, des embrouilles d'argent, à cause de l'argent, parce qu'en fait, Paul Entier pensait que Poujade lui paierait sa campagne. Bon, Poujade n'a peut-être ni les moyens ni l'envie de le faire, et donc il soutient, comme tous les centristes de droite, ou les centristes, ou les atlantistes, enfin bref, la droite anti-gaulliste, ils soutiennent Jean-Luc Hagnon au premier tour. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, l'État ne finançait pas les partis politiques. Non. C'est-à-dire que le mouvement poujadiste n'avait pas d'autres revenus que les cotisations. Je peux même dire les cotisations au parti, au mouvement. Mais c'était tout. Et les campagnes, c'est les candidats qui se les payaient, quoi. Oui, et puis Paul Entier devait penser que lui venait du CNIP, mais il avait quitté le CNIP puisqu'il avait gardé un micro-mouvement, une espèce de parti paysan. Il devait penser que l'Union... parce que l'avantage quand même de Poujade, c'est qu'il a dû conserver des cotisations relativement importantes, enfin je dis importantes en nombre, de commerçants et d'artisans. Parce qu'il a toujours gardé l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et artisans, a toujours existé. Donc il y a toujours eu, à mon avis, des gens fidèles, puisque par exemple, on passe quelques années, mais c'est pour... en 74, Poujade dira « Giscard a été élu grâce à moi ». Pourquoi ? Parce que Poujade a écrit une lettre qu'il a envoyée à tous ses sympathisants et adhérents de l'UDCA, commerçants et artisans de France, qu'il avait estimé à 2 millions de personnes, ce qui était d'ailleurs à peu près les résultats des élections de 56, et il a dit, Giscard avait gagné de 500 000 voix, souvenez-vous, mais il a dit, c'est grâce à moi si Giscard a gagné. Et il s'est lancé... Giscard n'a jamais été gré. Non, il a oublié. Il l'a pas su. À un moment donné, il a fait reparler de lui, dans les années... 80, si je me souviens bien. Il continue son activité de papetier, du coup. Oui, non, mais il refait parler de lui à un moment donné pour l'histoire des topinambours. Oui, il travaille sur de l'écologie réelle, Poujade. Il travaille. D'ailleurs, je crois que c'est Mitterrand qui lui confiera une mission sur les topinambours. Oui, c'est ça, oui. Y compris, il ira jusqu'en Roumanie. Puisque j'ai un de mes amis qui s'était installé en Roumanie et qui l'a rencontré à l'ambassade de France en Roumanie bien plus tard. Oui, alors donc... sous Mitterrand. Et puis après, Poujade tombera plus ou moins enfin en tout cas, pas dans l'oubli, parce que tout le monde connaît le Poujade, et surtout il a eu une force, c'est de lancer un mot... Tout le monde connaît le poujadisme, Le poujadisme est rentré plus que Poujade, le poujadisme qui est rentré dans le dictionnaire, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est d'ailleurs, malheureusement, c'est plus... Moi, dans mon livre, j'ai essayé de dissocier l'homme du mouvement. L'homme avait ses défauts comme tous les hommes. Le poujadisme, c'est d'abord une réaction à une France qui ne fait plus attention à sa population.
Peut-être aussi ce à quoi on va assister bientôt aussi, peut-être. Un dernier mot sur donc plus de députés, mais le poujadisme du CA existe toujours. Est-ce qu'on peut noter un intérêt quelconque pour ces gens du mouvement Poujade lorsque Jean-Marie Le Pen va exploser avec le Front National? Est-ce qu'on peut voir il y a des passerelles? Bon, il peut y avoir des gens en commun, mais est-ce que un mouvement a permis l'émergence de l'autre? Non. C'est deux choses différentes complètement. Il y a eu des hommes. Oui, il y a eu des hommes qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, dans des départements. Moi, à titre personnel, c'est une expérience tout à fait personnelle. L'éclosion du Front National s'est énormément fait dans certains départements sur les listes des anciens de l'UDCA. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. La grosse différence, c'est qu'on a un peuple de boutiquiers qui avait rejoint Poujade et qui ne rejoindra pas Le Pen en 84. Pour une raison très simple, c'est que les boutiquiers en 84, il y en avait déjà moins qu'en 56. Oui, et puis ils sont encore oui, et puis je vais vous dire, ils sont fidélisés par la droite traditionnelle. C'est vrai aussi. Ils sont beaucoup plus fidélisés par la droite traditionnelle. Et ce qu'on regrettera beaucoup, enfin moi j'en suis, c'est que Jean-Marie Le Pen n'a pas réussi, ou n'a pas su, peu importe, on peut pas, n'a pas su unir à cette époque le vote populaire et ce qu'on appelle le vote de l'usine et le vote de la boutique. Alors, il y a eu, oui, effectivement, mais il y a eu après Poujade, il y a eu d'autres formes de poujadisme. Et on pense par exemple aussi du nati de Gérard Nicou, qui a défrayé la chronique pendant des années. Que Poujade a soutenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui. Alors qu'il n'a jamais soutenu Jean-Marie Le Pen. Il l'a même très méchamment, oui, on va pas le rappeler ici parce qu'on est pour l'œcuménisme, mais oui, il a dit des méchantes choses. Oui. Ouais. Mais Gérard Nicou, il est toujours vivant, Gérard Nicou? Bonne question. Je crois qu'il est décédé. Ouais, oui. Alors lui aussi, il a défrayé la chronique avec le site du Nati dans les années. Mais uniquement syndicalement. Uniquement syndicalement. Dans les années 70. Il n'a jamais fait de politique. Dernière chose après on va passer à l'autre sujet parce que l'heure passe malheureusement. Une dernière chose, Poujade est quand même revenu un petit peu en politique. En 79. Avec Philippe Malo et Jacques Médecin pour faire une liste socio-professionnelle qui a eu un résultat très modeste, mais qu'il a remis un petit peu. Malo, Médecin, Poujade. La liste utile, c'est ça, non? Oui, Union des travailleurs indépendants. UDIP Fidesz, utile, c'était en 84. C'était Nicou. Ouais. Et oui, UDIP Fidesz. Oui, donc c'est une liste qui a été poussée par le maire de Nice, notamment, et qui avait pour but donc de mordre l'électorat de droite, sans doute à l'époque, mordre l'électorat chiracien, puisque à l'époque, le maire de Nice était giscardien. Ouais. Après, il deviendra chiracien l'année d'après, mais enfin, peu importe. Bon. Donc, oui, c'est la dernière tentative. Il était 3e de liste. On avait notre camarade Pierre Descaves, qui était 4e. Qui était député du Front. Qui fut après, oui. Ouais. Mais oui, ça a été un échec. Ça aurait pu être, mais enfin, à l'époque, il fallait quand même faire 5%. Bon. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez étonnant, puisque vous en parliez tout à l'heure, on retrouve... alors c'est peut-être le hasard, on retrouve le duel à distance Tixier-Poujade. Oui, parce que Tixier était la tête de liste de l'Eurodroite, c'est vrai. Et Tixier fait 1,3 et Malo, Médecin, Poujade 1,4. Bon, voilà. Enfin 1,35 et 1,40. Oui, bon. Mais non, il y a eu alors la dernière opération électorale, puisque vous me parlez de cela, c'est 84 avec la liste Nicou. Oui, c'est ça. Ouais. Puisque là, il y a la liste utile. Union des travailleurs indépendants pour la liberté d'entreprendre, qui fait 0,7%. Alors là, je le mets dans mon livre. Après, bon, c'est pour l'anecdote. J'aime bien les anecdotes. Qui peut-être fera louper le fait de la liste Le Pen de passer devant la liste Marchais. Ah oui, peut-être. Oui. L'écart entre la liste Le Pen... Ça joue peu, parfois ça joue très peu. Ah ben, ça jouait pas à 0,7, ça jouait à 0,2. Il y a quand même une question, c'est qu'avec un mouvement aussi atypique que le mouvement poujadiste, avec un leader aussi atypique, puisque plutôt gaulliste d'abord, faisant élire Jean-Marie Le Pen, puis appelant à voter Mitterrand. Enfin, personne n'a jamais essayé de récupérer ce fonds de commerce, c'est le cas de le dire, c'est pour des petits boutiquiers, ce fonds de commerce du poujadisme. On parle de poujadisme, mais personne se dit, tiens, il y a un électorat là à récupérer. Je vais prendre une boutade, c'est une boutade. Peut-être le mouvement 5 étoiles en Italie. Non, on a beaucoup parlé. Mais je veux dire, voilà, ce qui fait la particularité de la France, peut-être avant Macron,
Macron étant une espèce pour l'instant d'ovni. Mais c'est la difficulté en France de naître sur une espèce d'amalgame entre des idées plutôt de droite, de gauche. Enfin, c'est très difficile en France de créer justement ce qui a fait le succès, même si, en ce moment, ils n'ont plus... on l'a vu encore récemment. C'est avec les Gilets jaunes. Qui a été un mouvement formidable. Il y avait des gens dans toute la France et des mobilisations partout, quelque chose de vraiment imprévisible, inimaginable il y a encore 3 ou 4 ans. Ce mouvement des Gilets jaunes a pris une ampleur importante. Et puis, je crois qu'il y a eu, si je me souviens bien, une tentative de présentation d'une liste Gilets jaunes aux élections européennes. Plusieurs qui ont suivi et qui se sont ramassés. Avec une grande différence, que j'ai étudié justement pour ce livre le sujet, la grande différence entre le mouvement poujadiste et les Gilets jaunes, c'est que le mouvement poujadiste, ce sont des gens qui avaient quelque chose qu'ils avaient peur de perdre, un capital, un commerce, une activité, alors que majoritairement, les Gilets jaunes étaient des gens qui avaient déjà tout perdu et à qui on n'offrait absolument aucun espoir. C'est vrai aussi. C'est un peu la grande différence. On va faire votre chronique, mon cher Philippe. On a encore le temps on a encore un peu de temps. Puis après, on parlera un petit peu si on parle des Gilets jaunes, on parlera un petit peu de la guerre sociale qui vient. C'est un autre sujet. Alors, je rappelle, donc, Pierre Poujade, l'Union Fraternité Française, 1956, ceux qui ont fait trembler le système, de Franck Bulleux, aux éditions Synthèse Nationale, dans la collection des cahiers d'histoire du nationalisme, pour la modique somme de 24 €. Voilà. www.synthèse-.com. Voilà, synthèse-édition.com. Voilà. Philippe, votre chronique hebdomadaire. Alors, la chronique, écoutez, c'est bon parce que cette émission se fait toujours. Comme les jeunes, maintenant, je suis comme les jeunes, voilà, c'est clair. Cette émission est quand même enregistrée toujours en plein confinement, malheureusement. Et pré-enregistrée. Dans la grande dinguerie, maintenant, qui nous dure depuis 1 an. Et surtout de la panique orchestrée. Moi, je me suis posé la question, à qui profite la panique ? Chiffre à l'appui. Rappelez-vous, le 24 avril 2020, ce jour-là, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, lors de son audition à l'Assemblée nationale, déclarait « Dans l'histoire, la pandémie du coronavirus peut être comparée à la pandémie de peste de 1347 ou celle de la grippe espagnole en 1917. Branle-bas de terreur, tous aux abris. Enfin, en confinement plutôt, c'était le premier. 1 an après, nous en sommes au 3e. Le Covid serait-il pire que la peste et la grippe espagnole réunies ? Voir. Voyons la situation de quelques pays d'octobre 1919 à avril 2021. Selon les chiffres de la très sérieuse université Johns Hopkins de Baltimore, qui compte parmi les universités les plus prestigieuses aux États-Unis, surtout pour sa faculté de médecine, l'institution se définit comme la première université de recherche du pays. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, la fameuse encyclopédie Internet. La technique, voilà. Donc, en considérant évidemment non interprétables les statistiques de la Chine, manifestement truquées, et celles du tiers-monde pour cause de bordel intégral. Alors, voulez-vous les chiffres ? Aux USA, le ratio actuel mort-cas déclarés est de 1,8% et en Suède de 1,7%, soit 2 pays à confinement relatif ou nul. Au Brésil, où il n'y a pas eu de confinement, il est de 2,6%. Le ratio actuel, mort, cas déclaré, 2,6%. À comparer avec l'Allemagne, où le confinement était total, mais où la chancelière a laissé entrer l'année dernière des centaines de milliers de nouveaux immigrants. 2,7%. 2,6, 2,7. C'est la même chose. Et loin du Mexique, où le manque d'hygiène explique probablement les 9% de morts cas déclarés. En Grande-Bretagne, le taux est de 2,9%, presque aussi mauvais que l'Italie, par où le virus est rentré en Europe. 3%. En France, nous en sommes à... Vous connaissez le taux de mortalité cas déclaré ? Eh ben, il est de 2%. Sur 5 millions de cas, soit 98 200 morts. Nous, on a dépassé les 100 000 morts depuis quelques jours, effectivement. Mais c'est 2%. En Belgique, on est à 2,6%. Quant à l'Espagne et le Portugal, 2 pays sans confinement strict, il est respectivement de 2,3 et de 2,05.
Les chiffres de la mortalité imputée au Covid en 18 mois laissent donc quelque peu sceptiques sur les déclarations alarmistes du toujours directeur de la santé française à ce jour. 137,72 millions de cas mondiaux déclarés et seulement 2,2 917 000 morts dites en rapport, soit un ratio mort déclaré de 2,16%. On retombe toujours sur ces chiffres peu ou prou, à part le Mexique à 9%, mais autour de 2%. Et soyons honnêtes, tous les sujets morts infectés par le coronavirus ne sont pas morts directement, ni même obligatoirement indirectement du virus, bien qu'ils soient néanmoins tous déclarés morts de la pandémie. Certains esprits chagrins pourraient se demander à qui pourrait bien profiter une panique si bien orchestrée. Moi, je suis effaré d'une chose, c'est que lorsqu'on parle de ces chiffres, et pas des chiffres qui viennent de sites complotistes, d'invention, vraiment d'un site de référence. Donc, ces chiffres que j'ai donnés ne peuvent absolument pas être remis en cause. Ce sont les véritables chiffres de la mortalité. Globalement, 2% pour les gens qui chopent le Covid, 2% de morts, 98% de gens guérissent. On dit ça aux gens, mais on a tellement paniqué les gens qu'ils refusent de l'entendre. On dit non, il y a plus de morts, il y a plus de morts, il y a plus de morts. Non, il n'y a pas plus de morts. C'est comme ça. Et encore, si on enlève tous les morts qu'on a imputés au Covid et qui ne sont pas morts directement du Covid, c'est beaucoup moins encore. Bien sûr. Ouais. Alors, les complotistes n'ont pas le monopole de l'irrationnel. Ah non, c'est... Mais qui sont les complotistes? Alors, la première question... c'est la nouvelle insulte. Avant, on disait fasciste, maintenant on dit complotiste. Les vrais complotistes, c'est peut-être tout simplement ceux qui voient justement, qui se servent du virus pour imposer la grande peur. C'est là le complot, c'est la grande peur, la grande peur avant le... Alors moi, je crois vraiment pas aux complotistes parce qu'ils sont tellement mal pris. Ils s'y sont tellement mal pris que non, c'est pas possible. S'ils avaient vraiment voulu faire des complots, ils pouvaient pas être des baltringues à ce point-là. Les vrais complotistes, ce sont ceux qui ont imposé la grande peur. Je crois que c'est ça le vrai complot. Le vrai complot, c'est quand un simple ministre de l'économie totalement inconnu des Français, sans parti politique, devient président de la République en quelques mois. Ouais, c'est ça la réalité. La réalité, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, le virus, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est un prétexte? C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà, tout est là pour ce que nous vivons depuis un an. C'est un autre sujet. Un autre sujet, comme il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on parle un petit peu du livre que vous avez édité. Alors là, aux éditions du Alpha, remarquable maison d'édition de l'Ouest de la France. Ce livre consacré à la guerre sociale qui vient. Et au Black Bloc. Voilà, parlez-nous en quelques mots de ce livre, Franck. Bien, je me suis rendu compte que... Vous êtes atypique, vous vous intéressez autant à Poujade, la FAN, qu'au Black Bloc à l'extrême gauche. Oui, je m'intéresse aux chroniques du temps présent. Bonne réponse. On va dire ça comme cela. Une réponse. Réponse de Normand. Oui, je m'intéresse depuis très très longtemps aux sujets qui intéressent, on va dire, ou qui devraient intéresser les Français en matière politique. Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup moins, évidemment. Donc oui, je me suis aperçu que le grand soir, c'est-à-dire le fameux mythe de la gauche extrême, qu'elle soit communiste, trotskiste ou autre, je veux dire là, on ne va pas rentrer dans les méandres. Certains m'ont reproché de ne pas justement distinguer l'ultra de l'extrême gauche. Mais bon, soyons raisonnables et englobons. Donc le mythe du grand soir fonctionne toujours. J'ai pris un certain nombre d'exemples au début du livre où on voit qu'il y a, y compris des criminels, je pense à la tuerie de la mairie du conseil municipal de Nanterre, il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est vrai. Il tue disons qu'il vient d'une idéologie d'ultra-gauche. Ça, on n'en parle plus. Bon. Et donc, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont essayer de faire passer leur projet de grand soir, soit dans la rue, soit aussi à travers, évidemment, des partis politiques de gauche. Je veux dire, l'infiltration du Parti socialiste par les mouvements trotskistes est connue.
Aujourd'hui, la France insoumise... Lionel Jospin était un des... était de l'OCI, oui. L'Organisation communiste internationale. Mais la France insoumise, aujourd'hui, est un repère de personnes qui viennent de l'extrême gauche et qui professent dans toutes leurs déclarations des thèmes, pour respectables qu'ils soient, qui emmènent vers la fin de nos traditions et la fin, je n'ai pas peur de le dire, de l'Occident. Chez Europe Écologie Les Verts également. Vous en avez aussi, mais ils sont moins, si j'ose dire, oui, sans doute, j'allais dire ils sont moins construits idéologiquement que les militants de la France insoumise. Après, les deux mouvements et les filles ELV peuvent effectivement se faire une belle concurrence en la matière. Mais bon, c'était le cas du Parti socialiste aussi quand il fonctionnait. Et ce temps de guerre sociale, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas révolu. Nous avons parlé tout à l'heure des Gilets jaunes. Il y a eu effectivement des Gilets jaunes qui défendaient ce qu'ils n'avaient plus ou ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Mais très très vite, les Gilets jaunes se sont transformés en des manifestations d'ultra-gauche où toutes personnes qui avaient l'air, je dis bien l'air, c'est-à-dire l'air physique, de ne pas être de gauche, étaient virés du rassemblement. Donc il y a cette tradition. Comme ça, ils ont fini d'ailleurs par dégager Jean-Marie Bigard, qui les avait soutenus depuis le début. Oui. Mais voilà, il suffisait d'avoir un look qui ne correspondait pas à ce qu'ils estimaient comme étant révolutionnaire pour être viré du mouvement. Donc la guerre sociale, c'est ça, c'est-à-dire cette tendance à vouloir arriver au pouvoir, soit par la rue, soit par des mouvements politiques, pour transformer le monde. Alors ça c'est le fond de leur idéologie. Mais la réalité, les Black Blocs, c'est quoi? C'est les petits domestiques du capital. C'est ceux qui servent de levier pour semer la terreur, semer au profit de quoi? Du monde de la mondialisation. Voilà pourquoi ils travaillent. Regardez, prenez l'exemple des Gilets jaunes. Le pouvoir a très bien su se défendre des Gilets jaunes en envoyant les Black Blocs dans les manifestations à tout casser. Et puis les Gilets jaunes, tels qu'ils étaient à l'origine, n'avaient pas du tout les mêmes motivations. Donc le mouvement s'est terminé lui-même. En fait, ça a débuté sous François Hollande, ça, d'envoyer Black Blocs dans les manifestations de la CGT notamment. Oui, ça a commencé déjà avec les gauchistes en dans les années 70. En 1979, c'était la grande mode, ce qu'on appelait à l'époque des autonomes. Voilà, c'est ça. Où la gauche disait à Giscard d'Estaing, vous avez envoyé des autonomes. Ouais. Mais je pense qu'au-delà de ça c'est des provocations. Je pense qu'il y a quand même une idéologie sous-jacente. Après, elle peut servir, évidemment. Je veux dire, tout problème sert au pouvoir en place. Ouais. C'est un principe. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette idéologie, et cette idéologie de la victimisation. Cher Franck. C'est-à-dire, je suis victime, donc je dois être défendu. Cher Franck, malheureusement, on va être obligé d'arrêter parce que l'émission doit s'arrêter. Donc, tout ça, vous soulevez un sujet passionnant et il faut absolument lire ce livre. Extrêmement détaillé et très fourni en noms et en c'est passionnant événements. Tout ce qu'il y a dedans. Et donc, vous avez cette faculté de pouvoir vous intéresser à tout ça et nous vous en sommes gré. Alors, ce livre, La guerre sociale qui vient, Franck Bulleux, édité chez De Alpha, que l'on trouve sur le site France et Filles, www.francefilles.com. francefilles.com, où vous aurez un choix d'ailleurs important de livres. Sur Synthèse Nationale aussi, d'ailleurs. Et sur Synthèse Nationale aussi, d'ailleurs, il en vente aussi sur Synthèse Édition. Et dans d'excellentes librairies. Et dans les bonnes librairies. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir... on pourrait continuer cette conversation très longuement, mais... Bien sûr. On pourrait même, je dis ça pour nos lecteurs, la guerre sociale, certains pourront le traduire par la guerre culturelle. À partir du moment où on a une espèce de socialisation du culturel. Alors, je ne vais pas trahir un secret, mais je crois que vous préparez un nouveau cahier qui devrait sortir dans les mois qui viennent sur Pierre Sidos. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Pierre Sidos qui nous a quittés au mois de septembre dernier. C'est exact. Voilà. Chers auditeurs, à la prochaine et bonne quinzaine d'ici là. Au revoir.